Si Dessines est le fief du gang, le milieu lyonnais est à cette époque tenu par un parrain, Jean Auger. Personnage énigmatique, à l'élégance trompeuse, Auger est à la croisée de deux univers, le grand banditisme sur lequel il règne d'une main de fer et les affaires politiques dans lesquelles il s'implique, comme représentant local du SAC, le service d'action civique. En tant que parrain, Auger a jusqu'alors prélevé une sorte de dîme sur les butins des hommes de Dessines. Mais au début de l'année 1973, prétextant des problèmes d'argent, il sollicite un prêt de 500 000 francs auprès du gang, qu'il s'engage à rembourser sous 8 jours. Edmond Vidal et ses amis se consultent et acceptent de lui avancer cette somme. Les jours passent, puis les semaines, et Auger ne semble pas pressé de s'acquitter de sa dette. Il va faire croire que l'argent est investi et fructifié dans d'autres activités. Et en réalité, les jeunes gangsters vont s'apercevoir que l'argent a été placé. Jeanne Auger va leur dire « Écoutez, j'ai tout perdu sur un coup, je suis désolé, l'argent a disparu, c'est pas grave, on s'en remettra ». Sauf que les jeunes gangsters vont s'apercevoir que l'argent a été effectivement placé dans des établissements et que c'est lui qui se l'est attribué. Il va leur dire « Écoutez les petits, c'est pas grave ». Et là, il va y avoir une réaction très vive des jeunes gangsters lyonnais. C'est une déclaration de guerre interne qui se fait à travers cet épisode des 500 000 francs. C'est le parrain qui croit son pouvoir absolu et éternel. Et c'est des jeunes qui ont envie d'avoir leur place au soleil et qui n'acceptent pas ces méthodes-là, qui n'acceptent plus ces méthodes-là, qui n'ont pas du tout la culture du mélange politique. Auger appartient au SAC, fait des financements occultes. Et c'est pas du tout la culture des gars de Dessines. Donc là, il va y avoir un conflit de génération très très dur, très très fort, qui va finir par éclater ici dans cette rue. Et donc le 15 juin 1973, il vient disputer sa partie de tennis à Lyon Métropole, à Lyon Plage. Il ne remarque pas dans la rue, postée juste à cet endroit-là, une estafette qui planque et qui attend précisément son arrivée. Donc Jeannot pose sa voiture, il va sortir de la DS, rejoindre l'hôtel, donc il va traverser la rue et à ce moment-là, l'estafette va approcher de lui, la porte latérale va s'ouvrir. Un premier coup de feu va partir, va le toucher. Un deuxième malfaiteur va sortir de l'estafette et va vider un chargeur de 11,43 sur Jeanne Auger qui va s'écrouler contre un mur ici. Des balles de 11,43 et un chargeur vidé, ça veut dire qu'on a véritablement voulu abattre la figure tutélaire, quoi. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est une véritable prise de pouvoir, c'est un putsch. Edmond Vidal et ses copains d'enfance, c'est eux, le 15 juin 1973, qui prennent le pouvoir au sein du gang des Lyonnais. Auger avait sous-estimé les hommes du gang des Lyonnais, notamment ce gitan de Dessines, qui n'était autrefois qu'un simple chauffeur et qui est maintenant devenu leur chef, Edmond Vidal. La mort d'Auger bouleverse les codes du milieu lyonnais et déclenche des règlements de compte en série. Dans les 2 ans qui suivent, près de 30 personnes disparaissent de manière violente. C'est aussi le moment pour les membres du gang d'investir les énormes sommes d'argent qu'ils ont amassées. Alors que la plupart d'entre eux le font de manière discrète, afin de ne pas attirer les soupçons, l'un d'entre eux, Johanny Chavel, achète le château de Fléchère, immense propriété dans laquelle il donne de fastueuses réceptions. Faut être complètement idiot quand on est gangster et qu'on gagne son argent illégalement pour s'acheter le château de la Fléchère. Faut être idiot pour penser qu'on pourra dissimuler l'origine de ça ou qu'on pourra trouver quelque origine admissible. Bon, et Chavel, c'est un peu Monsieur le Troadec saisi par la débauche, hein. Il a plus rien compris au film et les autres lui ont fait comprendre d'ailleurs, très vite. Vers le milieu de l'année 1973, donc Chavel devient un peu paranoïaque, il voit des ennemis partout, il fait une fixation là-dessus, quoi. Et surtout, il est en concurrence avec Patrick Pourrat, donc le docteur. Chavel essaye de monter une opération pour éliminer Patrick Pourrat. Mais ce que Chavel n'a peut-être pas vu, c'est que justement, chez ce deuxième gang des Lyonnais, il y a une amitié extrêmement solide. Et donc, un d'eux va prévenir Momon que donc Chavel recherche l'adresse de Pourrat pour l'éliminer. Donc, comme Momon voit qu'il n'y a plus moyen de négocier, que c'est pas arrangeable, puisque là, il a fait le tampon pendant longtemps, mais là, il ne peut plus. Donc, voilà, l'équipe décide de l'éliminer tout simplement parce qu'il devient beaucoup trop dangereux.
Ça a été très difficile à prendre comme décision, parce que Chavel, c'était quand même un des moteurs, hein, donc c'était un des fondateurs du groupe. Donc c'était pas facile. Mais bon, il n'y avait pas d'autre solution, donc c'est pour ça que ça a été fait, quoi. Privé de celui qui était un de ses pères fondateurs, le gang n'en est pas moins affaibli. Les braquages s'enchaînent à un rythme soutenu, toujours au nez et à la barbe de la police. Le juge s'interrogeait parce que ces gens-là, on ne pouvait pas les prendre sur le fait et il comprenait ce que je lui disais, qu'on ne pourrait les avoir pratiquement qu'en flag. Et pour les avoir en flag, j'ai dit, écoutez, monsieur le juge, on leur a tendu un traquenard. Et ce traquenard, c'était le centre de tri de Grenoble. En faisant passer l'information par le milieu grenoblois, les hommes du commissaire Richard s'arrangent pour qu'une affaire soit portée à la connaissance du gang. Le centre de tri postal de la ville, cible facile, contiendrait 5 milliards de francs lorsque les pensions y sont centralisées à chaque fin de mois. Et les policiers ont tout fait pour que le poisson morde à l'appât. On va donc à Grenoble et on décide le soir d'aller devant le centre de tri pour voir la faisabilité et surtout de savoir comment nous, on pouvait les intercepter avant qu'ils ne fassent leur coup. Nous partons, je conduisais et tout d'un coup je leur dis « Planquez-vous, planquez-vous !» Alors le gars, « Planquez-vous !» je leur dis. Alors tout le monde s'accroupit dans la voiture. Je dis, nom de Dieu, il y a la voiture de Pourra, elle est à droite, DS23, numéro 5113 Y69. Pendant plus de 20 minutes, le commissaire Richard et ses hommes observent 3 membres du gang des Lyonnais en plein repérage. C'est Momon Vidal en personne qui inspecte minutieusement le bâtiment de la poste. Les policiers exultent. Le piège semble fonctionner. On est resté pendant plus de 15 jours, presque 3 semaines, toutes les nuits, à une quinzaine, lourdement armés, en train d'attendre qu'ils fassent ce braquage. Et pendant que nous étions là-bas à nous geler parce qu'il faisait jusqu'à -10, et bien pendant ce temps-là, ils faisaient des affaires de Nantes et d'Angers. C'est la méfiance d'Edmond Vidal qui permet au gang d'échapper ici à une arrestation certaine. Momon n'a pas senti le coup. Pour la première fois, l'affaire était apportée par une personne extérieure au gang. L'opération est un échec total pour la police. Les enquêteurs décident donc de passer la vitesse supérieure. Le commissaire Pellegrini et son équipe, accompagnés d'un homme du renseignement spécialisé dans la prise de vue, font ce qu'on appelle dans le jargon policier une fontaine. Ils s'introduisent illégalement chez Momon Vidal. Évidemment que c'était illégal. Le code pénal interdit de rentrer chez les gens. Ceci étant, c'était des gangsters très habiles, sur lesquels on n'avait pas de prise et dont il fallait à tout prix connaître les intentions. Après, ce sont des décisions individuelles, ce n'est pas une méthode de travail de la police, il faut oublier ça. C'est ce jour-là, à cet instant précis, parce qu'on avait vraiment besoin de ça, qu'on a décidé de rentrer dans l'appartement de Momon Vidal pour faire, allez, une perquisition anticipée. Et donc, on y a trouvé ce qu'on cherchait, c'est-à-dire des cartes avec des itinéraires à partir de lieux susceptibles d'être des lieux de hold-up, des itinéraires avec des carnets comme sur les rallyes automobiles, tourner à droite à tel endroit, tourner à gauche, aller tout droit, faire ci, faire ça. Et donc, quelque part, nous avons été complètement confortés, si nous en avions besoin, dans l'opinion que ces gens-là étaient bien notre objectif et que c'était un objectif, j'allais dire, difficile. En novembre 1974, l'informateur du commissaire Richard reprend contact avec lui. Le gang des Lyonnais prépare plusieurs attaques simultanées, toutes lancées depuis un chalet de montagne. L'homme spécifie que l'alibi de Momon Vidal se trouverait à la poste de Champs-Rousse. Se faisant passer pour lui, un homme viendra retirer un mandat au nom d'Edmond Vidal. Sous le commandement du commissaire Richard, va alors se mettre en place une opération de police colossale.
la plus grande jamais réalisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Chacal. Les moyens sont démesurés. Plus de 800 gendarmes et policiers font mouvement et viennent former des dizaines de barrages à des endroits stratégiques, tirer des cartes saisies chez Edmond Vidal. Dans le même temps, une équipe est envoyée à Champs-Rousse. Le 13 décembre 1974, Momont-Vidal et plusieurs membres du gang quittent Lyon et disparaissent. 2 jours plus tard, les policiers en planque à Champs-Rousse voient arriver le frère aîné de Momont, Joseph Vidal, dit Galane, accompagné de 5 autres personnes. Tout se passe comme annoncé par l'indic. Le plan Chacal est prêt à fonctionner. Le 16 décembre, vers 9h30, une information du commissariat de Lille parvient aux enquêteurs. Un hold-up vient d'être commis à Aulnoy-les-Valenciennes. Une demi-heure plus tard, un autre appel leur signale un second braquage, à Vendin-le-Vieil, à proximité du premier. Tout de suite après, le policier chargé de surveiller la poste de Champs-Rousse appelle. Un mandat vient d'être retiré au nom d'Edmond Vidal. C'est le signal. Le gang des Lyonnais vient de frapper, à 2 reprises. Sur les barrages, la tension monte d'un cran. Sur ce barrage, nous étions armés parce qu'on connaissait la puissance de feu de l'ennemi, entre guillemets. Et donc, on était postés avec des armes adéquates qui étaient susceptibles de bloquer un fourgon, d'anéantir cette équipe, il faut le dire, parce qu'on savait, on pensait bien évidemment qu'ils n'allaient pas se laisser prendre aussi tranquillement qu'une autre équipe de malfaiteurs. Mais une fois encore, le gang échappe à la police et rentre sur Lyon sans encombre. Pour les enquêteurs, c'est un échec cuisant. Et une fois encore, c'est la méfiance de Momont-Vidal qui sauve l'équipe. En effet, un détail avait récemment alerté ce dernier. Sur les 3 verrous qui équipaient la porte de son appartement, Momont avait l'habitude de n'en fermer que 2 à double tour. Le 3e était systématiquement fermé d'un simple tour. Mais un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Momont trouva les 3 verrous fermés à double tour. Il s'aperçut vite que quelqu'un était rentré chez lui et avait eu accès aux cartes.